Alors, dernière table ronde de la matinée, et je vous remercie parce que tout le monde est resté en place et c'est très agréable pour la dernière table ronde. J'appelle Didier Cazes, Sylvain Massonneau, Ronan Le Gall. Sur ma droite, on les applaudit. Ah oh, on les applaudit. Et sur ma gauche, Antoine Vendôme, Ludovic Pro, Nathalie Mougeot, sous vos applaudissements. À la fin de cette première partie de table ronde, Ronan, si tu veux bien, tu laisseras ton siège à Emmanuel Cros, qui doit être aussi dans la salle. Voilà, nous démarrons tout de suite. Alors, c'est pas avec vous, c'est avec vous. Donc, mon cher Didier, j'ai une petite slide qui doit arriver et figure-toi que j'ai bien retenu tes leçons, à savoir la France est le numéro 1 européen à avoir déployé tous les réseaux très haut débit. Tu me diras si j'ai bien retenu. Hein. Bon. L'objectif en France est donc de couvrir 42,7 millions de locaux et 14,5 millions sont aujourd'hui abonnés au très haut débit et ont souscrit à une offre. Donc Didier Cazes, virgule, vous êtes directeur des affaires publiques chez Orange. Pour quelles raisons l'État a-t-il ainsi souhaité que ce plan très haut débit, fibre, 4G, 5G, devienne une telle priorité ou urgence? Pourquoi ? Merci beaucoup. Donc justement, je vais donner un peu de sens à ce qui va faire notre table ronde après par rapport à ça. On parle de l'État. Et dès lors où on parle de l'État, on parle bien comme le fait que chaque siècle a pu être marqué par vraiment des grands chantiers de transformation sociétale. C'est-à-dire qu'il y a des grands marqueurs et à partir de ces marqueurs-là, autour, s'organise un système économique et tout ça très différent avec des nouveaux usages, une nouvelle façon de penser et de réaliser et d'avancer. Alors, un peu de contexte avant de démarrer, parce que toutes les autres tables rondes n'en ont pas parlé, comme si c'était rien passé ces derniers mois, ces dernières années en la matière, et qui vont motiver justement ce grand chantier de premier grand chantier du XXIe siècle qui va transformer nos vies au quotidien. Il y a eu une pandémie, on s'en souvient tous, on y est encore un petit peu dedans quand même, on y a encore un peu les orteils dedans, et cette pandémie, elle est venue tourner des pages, les pages un peu des différents marqueurs de nos quotidiens, je dis bien de nos quotidiens en la matière. Mon lieu de vie est devenu mon lieu de travail. C'est un impact, ça peut avoir des impacts, et on va en parler, parce que ça va avoir, c'est le lieu d'apprentissage, de vie au quotidien, d'accès à tous les services, que ce soit de l'État ou les services du quotidien, économiques, commerciaux et tout ça. La nécessité, et là je me tourne après, et il va s'exprimer dessus, justement, mon collègue à côté, c'est la nécessité de transformer mon espace de vie en un lieu plurifonctionnel. C'est-à-dire que les endroits où on vivait, où on dormait, on y mangeait aussi quelque part, eh bien, est devenu un lieu de travail, et donc il a fallu changer. Moi, je ne suis pas constructeur, mais autour de moi, je suis entouré de beaucoup de constructeurs. Je pense, y compris les architectes, ont dû se pencher sur le sujet pour transformer immédiatement. Ça change quand même quelque chose. On ne devra plus construire comme on a construit les siècles précédents. Et alors, et on en vient un peu à ce que je représente, c'est que le numérique, par rapport à ça, est devenu un élément essentiel de l'habitat. C'est-à-dire un peu ce fil à la patte qui a été nécessaire qu'il soit déployé auprès, donc tu parlais tout à l'heure de ces plus de 42 millions objectifs de locaux en France, et qui maintient, je dirais, cette continuité de vie économique. Donc, quelque part, et sociale du pays. Donc, le maintien du lien économique, social et éducatif tient plus qu'à une connexion. Et tout à l'heure, je m'exprimerai justement sur cette connexion. Est-ce qu'elle est uniquement urbaine, pluriurbaine ou rurale ? Parce que derrière ça. Et donc, j'aimerais avoir donc justement l'avis de Sylvain sur la matière, puisqu'en tant que constructeur, je pense qu'il a des choses à dire. Ah oui, parce que Sylvain, est-ce que cette pandémie, justement, elle a impacté, transformé les différents marqueurs de notre quotidien? Incontestablement, puisqu'elle a permis de projeter l'habitat dans les territoires, elle a permis, en plus de l'habitat, de projeter les services, les métiers, la culture et les services publics
dans les territoires. Ce qui était souvent un des reproches qui était fait à l'habitat, et notamment l'habitat individuel, c'était d'éloigner les gens du lieu de travail, des lieux de vie, des lieux culturels. On s'est rendu compte avec la pandémie que c'était l'inverse, que l'habitat allait être le réceptacle de tout le reste, via effectivement les canaux numériques déployés par les opérateurs. Je vais prendre un exemple qui est simple, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a massivement investi, je crois que c'est à hauteur d'1 milliard d'euros, pour le déploiement de la fibre dans les campagnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en Auvergne, on a des communes très périphériques qui ont un meilleur débit numérique que le centre-ville historique, qui lui ne bénéficie que entre guillemets, d'installations qui sont historiques, qui ont 5 ans, 6 ans, 10 ans, et qui permettent des débits qui sont moindres. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des territoires qui étaient délaissés, abandonnés, qui se retrouvent aujourd'hui à la pointe en matière d'accès, de projection dans le télétravail, etc. C'est complètement nouveau. Dans notre démarche commerciale, historiquement, quand on proposait un foncier à vendre, nos clients nous demandaient est-ce qu'il est raccordé à l'égout, est-ce qu'on mettait qu'il était borné, qu'il y avait le gaz, etc. Ça, c'était des arguments historiques. En 15 jours, la demande principale, est-ce qu'il y a une connexion? Si oui, laquelle? Est-ce que vous êtes capable de me garantir un débit? Ça a été incroyable. Et aujourd'hui, il n'y a plus un client qui ne nous pose pas la question. Donc là, on sent qu'effectivement, il a fallu pour nos équipes se réinventer à ce niveau-là, s'adapter, acquérir de nouvelles compétences, et aussi dans la conception, puisqu'on a intégré dans l'ouvrage plein de nouveaux usages. Historiquement, le logement, on y mange, on y dort, un peu de loisirs et c'est fini. Là, d'un coup, brutalement, est arrivé le télétravail, est arrivé l'école à la maison, est arrivé la culture. Donc, le lien social, etc. Le médical aussi. Le médical. On s'est rendu compte qu'on était capable de beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Et là où nos habitudes de commerce, de dessin étaient, je dirais, assez stables depuis une trentaine d'années, brutalement, on nous a demandé d'intégrer ces nouveaux usages sur nos plans. Révolution. Alors pour traduire un petit peu ce ressenti qu'on a, on a eu une vision qui a été partagée sur cette table ronde par Velux, qui concerne quelque chose auquel on a tous été confrontés directement, que ce soit les adhérents à travers leurs salariés ou à travers leur méthodologie de vente, comme le disait Sylvain, que ce soit aussi les clients. Et il y a une stimulation du marché énorme de ce fait de la pandémie, du développement du télétravail. Velux se traduisait, lui, en fait, par deux concepts qui ne s'opposent pas, mais qui sont complètement complémentaires, qui sont celui de la chronotopie et de l'hybridation. Alors bien sûr, ça signifie qu'en fait, on passe beaucoup plus de temps dans les intérieurs, dans règle générale, mais que ces intérieurs doivent être aussi beaucoup plus hybrides et polyvalents. Comment faire plus d'activités avec la même surface? Donc si on se le traduit autrement par des chiffres sur la slide suivante, merci Sylvain, c'est qu'en fait on est passé du siècle dernier avec différentes typologies de bâtiments qui répondaient à des usages différents, aussi bien celui du travail, celui de l'accommodation, du logement, ou celui des loisirs ou de la pédagogie à travers les écoles. Il y a eu une évolution, elle est indéniable, sur le temps passé dans les intérieurs. Aujourd'hui, l'OMS l'estime pour des adultes qu'on est de l'ordre de 80%. Pour les enfants, c'est même encore supérieur avec 90%. Et en fait, on se rend compte que, au début de notre siècle, là, tout ce qui va cristalliser, l'endroit qui va cristalliser en fait ces différentes fonctionnalités, c'est clairement celui du logement, qu'il soit individuel, qu'il soit collectif. Il y a une autre grosse tendance qui là, nous met sur un plus long terme, c'est aussi le vieillissement de la population. Il ne faut pas perdre de vue que d'ici 2035, en fait, on va passer à quasiment un tiers de la population qui aura plus de 65 ans. Et l'actualité nous le rappelle quotidiennement, cette évolution de la démographie et cette évolution du logement, elle nous oriente vers des gens qui veulent aussi rester le plus longtemps possible chez eux, dans les contextes de confort qui ont été élargis tels qu'on les connaît. Et ça, du coup, il semblait important de rappeler, en parallèle de toutes ces évolutions de connectivité qui vont apporter différents conforts aux différentes typologies d'habitants, qu'on soit télétravailleur, qu'on soit retraité et qu'on souhaite vivre chez soi le plus longtemps possible, eh bien, on va retrouver des notions de confort sur la slide suivante, en fait, que vous connaissez bien en tant qu'acteur du logement, mais qui vont se renforcer et se traduire de manière différente. Alors, bien sûr,
On parle beaucoup de la qualité de l'air intérieur. On l'a évoqué notamment à travers la RE 2020 l'année dernière lors de la Convention nationale aussi, avec cette évolution réglementaire sur le contrôle de la qualité de l'air. On va parler de plus en plus d'amélioration acoustique, l'isolation acoustique. Tout le monde la maîtrise bien, les acteurs de la construction individuelle, entre la séparation des espaces de jour, des séparations des espaces de nuit, maîtrisent ces aspects-là en conception. Peut-être qu'aujourd'hui, on va aller vers un écran, vers un effort supplémentaire qui va être celui de la correction acoustique. Et pour répondre à ce besoin de polyvalence d'un même espace, comment maîtriser en fait les bruits dans un même volume qui doit répondre à plusieurs besoins. Également, on va continuer de parler d'autres aspects, tels que l'amélioration du confort hygrothermique et l'amélioration du confort visuel, avec notamment les besoins d'éclairage. Alors aujourd'hui, ça se traduit par des indicateurs. Il y a d'autres typologies de bâtiments qui sont exposés, soit de façon réglementaire, soit typiquement par rapport aux lois du travail. Il peut être de bon ton de s'inspirer aujourd'hui de ce contexte réglementaire pour pressentir des besoins qui vont être caractérisés par les nouveaux usages demain dans le logement et qui s'imposeront peut-être dans le temps aussi d'un cet autre point de vue-là. Oui. Ça se traduit sous juste 2 axes. Le premier, c'est en conception. Tous les outils que nous, acteurs de la filière, on est capable de mettre en œuvre en conception pour améliorer ces conforts. Et ça se traduit, et là ça rejoint le sujet de Didier, de la connectivité en fait, du logement, ça se traduit aussi dans le pilotage au quotidien, à travers la domotique, sur certains conforts qu'on maîtrise bien aujourd'hui, du confort d'été par exemple, plus récemment, mais ça va se traduire aussi dans le pilotage des consommations d'énergie, des autres conforts, de la qualité de l'air, et ça c'est un sujet qui va nécessiter de la connectivité du logement. Alors justement, belle transition, je pense que justement pour que Ludovic, je crois qu'il est de l'autre côté, va pouvoir nous dire 2 mots, 2 minutes sur le sujet. Oui, tout à fait, on voit un véritable changement dans l'usage de nos maisons. Et si on regarde tout un chacun, combien d'éléments connectés on a sur soi dans la maison, les chiffres sont croissants, peuvent apparaître faramineux. De ce fait, Didier amène la fibre dans toutes les maisons, c'est très bien, mais après il faut que l'architecture du logement, de la maison, permette d'utiliser au mieux cette fibre qui arrive dans nos maisons. Donc je sais pas si... Vous savez tous que dans toute maison, dans tout logement, on a un réseau de RJ45 qui est normé, sauf qu'aujourd'hui, tous les éléments que vous avez sont quasiment tous en Wi-Fi. Vous ne pluguez plus vos appareils. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une technologie éprouvée. Vous voyez tous dans les bureaux les bornes Wi-Fi que vous avez. Et l'idée a été d'innover en miniaturisant ceci et pour l'adapter parfaitement au logement. La fibre de Didier arrive à la maison, vers le tableau de communication, et là on renvoie par le réseau Ethernet pleine puissance de ce débit, et sur certains points RJ45, particulièrement sur la zone de télétravail, on utilise un point d'accès Wi-Fi qui va assurer la personne à l'intérieur du logement d'avoir 1 giga de connexion. Donc à la maison ou au bureau, on a la même performance, pas de problème pour gérer nos Teams, nos conf calls. On est tout à fait assuré d'avoir une grande performance de connexion. Alors justement, on en profite, je pense que c'est une très belle entrée en matière. Mais quand on parle de cette entrée en matière, on s'est longtemps posé des questions, mais vous êtes sûr, et heureusement que Sylvain m'a dit qu'en Auvergne, ça marchait très bien. Et donc justement, je voulais quelque part rassurer l'ensemble du public et expliquer que l'ensemble de l'Hexagone, plus l'outre-mer et le sud, est sur le même pied d'égalité en matière de numérique pour les territoires 100% connectés. Alors, dématérialisation, vous en entendez parler tous les jours. Décentralisation des services aussi, et vous là, vous en faites, on l'a tous fait, et nous en avons tous subi les conséquences lorsqu'il a fallu payer nos impôts, lorsqu'il a fallu déclarer nos impôts, et ainsi de suite. Enfin voilà, nos revenus, on a compris tout ce côté-là. Mais attention aux éléments de langage. Moi, j'attire l'attention sur tout ce qu'on a pu entendre ces dernières années.
la ruralité abandonnée, les petites villes, les petits villages totalement abandonnés. Et là, j'ai cherché à comprendre le pourquoi, et je me suis déjà expliqué auprès de l'ESPI et tout ça, lors de conférences, c'est que je m'aperçois qu'attention à ce qu'on peut raconter en la matière. Oui, en effet, dans mon village natal du Gers, en effet, il y avait 5-6 commerces. Mais j'étais lié, point lié, à ces 5-6 commerces locaux, certes, donc très bien, avec les petits oiseaux et le bon air. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si je prends ça comme référence, le siècle dernier, le 20e, le 19e siècle, ça fonctionnait, tout fonctionnait comme ça. Mais, et là, oui, il y avait une différence entre la vie parisienne et puis la vie des campagnes, c'est clair. Mais aujourd'hui, je peux habiter mon petit village du Gers et commander quelque chose chez Longchamp. Je peux accéder à des commerces auxquels je n'aurais jamais pu accéder et tout ça, simplement depuis mon salon. Donc, attention à ce qu'on dit. Est-ce que je suis de plus en plus loin? Oui, les commerces n'ont plus la même forme. Oui, c'est vrai qu'il y a des devantures qui ont peut-être disparu, mais l'accès aux services, l'accès au commerce, l'accès à la culture, elle est décuplée. Combien de gens des campagnes avaient accès à des galeries d'art, peut-être de New York ou d'ailleurs, ou même de pouvoir regarder une pièce de théâtre parisienne. Donc aujourd'hui, attention à ces ruralités, parce que je rappellerai en matière de chiffres, et vous les avez, c'est que 70% des locaux ayant une connexion cuivre aujourd'hui, donc voilà, ADSL, téléphone classique, aujourd'hui est en très haut débit. Et à la fin de l'année 2022, plus de 80-85% des locaux en France auront le très haut débit. Donc ça change des choses. Alors, plus besoin donc d'habiter, vous l'avez compris, en centre-ville pour avoir dorénavant accès à tout. Donc tout devient accessible depuis chez soi, depuis son salon. La décentralisation des services, tous, c'est-à-dire on a chacun une trésorerie chez soi, on a chacun un centre des impôts chez soi, on a chacun une consultation possible médicale chez soi, direct. Et le ça, et donc je n'énumérerai pas plus par rapport à ça. Donc, tous ces services-là, c'est grâce à ces autoroutes. Évidemment, on est sur la thématique du construisons ensemble. Et je terminerai par rapport à ça. Et donc, c'est assez important. Pourquoi? Parce que, en effet, nous, opérateurs, on construit des grandes autoroutes. Il y a forcément ensuite des sorties, des bretelles. Et ces bretelles, nous y participons aussi à cette construction. Mais après, il faut arriver jusque dans le salon. Et là, vous, acteurs, vous êtes les acteurs même qui faites ces derniers mètres et qui assurez qu'il y ait vraiment une interconnexion qui se fasse. Alors, pour construire ensemble, d'abord, il faut apprendre à se connaître. Et j'aime bien ce terme, construire ensemble. Apprendre à se connaître aussi. Pourquoi? Vous avez connu l'ère, le XXe siècle, où il y avait un seul opérateur, un seul interlocuteur. Et puis, c'était facile. On le trouvait partout, il y avait pignon sur rue. Aujourd'hui, il y en a 18, suivant les régions. Ce qui veut dire que la première priorité, c'est de savoir, quand vous construisez un endroit, avec qui je vais travailler. Vous ne travaillerez pas forcément avec Orange. Vous travaillerez peut-être avec un opérateur local qui a en charge de déployer localement. Donc ça, c'est une première chose où il faut apprendre à se connaître, priorité, apprendre à se connaître. Anticiper les autoroutes, il faut toujours anticiper, parce qu'il n'y a pas de plan B. Et comme l'a dit Sylvain, aujourd'hui, vos clients vont vous tirer les oreilles si vous n'assurez pas en temps et à l'heure, au moment où ils déménagent, s'ils n'ont pas une connexion d'assurer. Parce qu'il n'y a pas un plan B à la tête. Donc, vous serez au-dessus. Et ensuite, contribuer ensemble à l'établissement de labels, les territoires connectés. Chacun, les maires en sont friands de pouvoir assurer que venez chez moi, vous savez, vous aurez tout chez moi là-dessus. Mais il y a plein d'autres labels là-dessus. Et donc, pour terminer, je terminerai par rapport à ça, c'est que moi, je ne sais pas forcément, quoique moi, je suis un mauvais exemple, parce que j'ai fait mes études pour être parmi vous, pour être embauché chez vous. Donc, automatiquement, j'ai un mauvais exemple. Mais je ne suis pas censé savoir construire, piloter un chantier et tout ça. Mais vous n'êtes pas forcément des opérateurs de télécom aussi en la matière. Donc, on a besoin de travailler ensemble. Et pour ça, il y a des outils. Il y a des guides qu'avec la plateforme Objectif Fibre, dont je suis le rapporteur depuis 2009, nous éditons des guides pour vous amener à mettre en place dans les règles de l'art les bons réseaux. Vous avez des applications sur vos smartphones aussi qui vous aident, FTTH Mode d'emploi par exemple. Et enfin,
Bon, je suis là quand même. Aujourd'hui, je suis payé par Orange, donc je parle d'Orange. Orange fournit aussi des offres d'accompagnement qui s'appellent Réseau Line en la matière, pour que ça aille mieux et pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, je laisse la parole de nouveau à Sylvain par rapport à ça. Juste Sylvain, les guides dont Didier parle, on les a envoyés. Enfin, on a envoyé une petite note d'analyse de ces guides. Vous les retrouvez dans les flash actus du pôle habitat. Je fais un peu de pub aussi. Ouais, exactement. Mais on a fait une petite analyse technique de ces guides. Effectivement, l'objectif, nous, c'est quand même un nouvel équipement qui arrive dans le logement, dans notre façon de construire. Ça suppose effectivement de former nos équipes, que ce soit nos conducteurs de travaux, notre bureau d'études pour la conception, nos clients sur ensuite les usages qu'ils pourront en faire. Mais une fois qu'on a accueilli effectivement cette autoroute, on sent que les zones de tension d'aménagement du territoire, qui étaient les fameuses zones A, B, C, c'est un peu flottant aujourd'hui, puisque le périmètre, enfin la capacité d'attractivité d'un territoire, elle a complètement changé. Aujourd'hui, quand on tape dans un moteur de recherche quelque chose, on ne se pose pas la question de savoir si la réponse elle est à Paris, si elle est à Lyon ou effectivement à côté de Clermont-Ferrand. Donc vraiment, cet accès au numérique permet aujourd'hui quelque chose, un aménagement du territoire extrêmement différent et apporte la démonstration que oui, on peut vivre partout dans les territoires. Et les conséquences du confinement, je pense qu'elles sont aujourd'hui très tournées vers les territoires détendus. On parle d'un espèce d'exode urbain, c'est peut-être un peu exagéré, mais malgré tout, de gens qui viennent chercher du confort dans des villes périurbaines. Est-ce que ça aurait été possible sans les outils numériques ? Moi, je ne suis pas sûr. Les gens auraient peut-être supporté simplement le confinement et seraient restés là où ils avaient la capacité à être connectés avec les services. Effectivement, cette façon de rebattre l'attractivité des territoires, c'est grâce aux outils numériques, surtout à ces autoroutes de très haut débit que vous déployez. Et c'est une nouvelle opportunité pour notre métier. Là où autrefois, quand on vendait une maison, on nous accusait d'isoler les gens, eh ben je pense qu'aujourd'hui, quand on construit une maison dans un territoire, on revitalise celui-ci. Point. La famille pourra vivre là où elle l'a choisi. Alors, donc l'État, là, je pense qu'il a vraiment à se re-regarder et à repenser effectivement la lecture qu'il a eue de l'aménagement très centralisé du territoire. Alors c'est une parfaite conclusion de cette première table ronde. Didier et Sylvain, je vous remercie. Restez là. On peut les applaudir parce que c'était une très belle première partie de table ronde. Renan, on t'applaudit aussi et je te remercie de laisser ton siège à Emmanuel Cros d'OCA. Et pendant qu'Emmanuel arrive, je vais poser une question pour cette deuxième partie de table ronde. Donc on va... J'ai voulu aller vite. J'ai voulu gagner le jingle, mais non. Alors, sur cette deuxième partie de table ronde, bien évidemment, Nathalie Mougeot, chef de département, développement, pôle immobilier EDF. Je l'ai bien dit, c'est bon? Voilà. Je vais te poser une question, et avant que tu y répondes, je présenterai tes deux acolytes. Nathalie, tout ce numérique dont on parle, tout cet habitat connecté, on peut se demander, mais pour quels usages? Pourquoi faire? Alors, pour t'appuyer dans cette deuxième et dernière partie de table ronde, tu auras Antoine Vendrome, qui est depuis quelques jours directeur général adjoint du groupe Hexahome, c'est bien ça, et Ludovic Prost, je ne sais pas si on dit Prost ou Pro, bon voilà, responsable grand compte de maison chez Schneider Electric. Nathalie. Emmanuel, ah oui, il faut que je présente Emmanuel. Ah oui, Emmanuel. Alors Emmanuel, tu es président du groupe OCA, tu es un nouveau partenaire, président du groupe OCA. J'ai tout dit là. Allez, voilà. Nathalie, alors, pourquoi faire? Alors, pourquoi faire? Pour changer les usages, effectivement. Enfin, on le voit, tout ce haut débit va permettre d'amener énormément de nouvelles fonctionnalités de la maison, en fait. Donc, la maison, on va la regarder autrement. Elle va être gérée comme une entreprise se gérait aujourd'hui. On va regarder le budget de la maison, mais on va pouvoir le piloter. Auparavant, on regardait ses comptes en fin de mois. Là, au jour le jour, on va pouvoir avoir les informations sur ce que l'on consomme, sur ce que l'on peut économiser, ce que l'on peut transférer, comment gérer notre pièce par pièce, notre confort, notre bien-être, trouver des facilités d'usage, faire qu'on puisse arroser son jardin, que la programmation soit faite sans avoir à sortir. Voilà.
le lancer depuis l'autre bout du monde si on a envie, par la connectivité justement. Et puis, on va aller au-delà de la maison pour tout ce qui est environnemental. La maison va devenir finalement un outil de décarbonation, non seulement de décarbonation à l'intérieur des usages et dans sa production, mais de décarbonation du territoire, avec le développement des énergies renouvelables qui pourront être réinjectées sur le réseau, ou de la mobilité électrique, puisque, on le verra, ça va devenir un facteur important. Alors, pour que tout ça fonctionne et fonctionne bien, il faut nécessairement que tous les objets connectés, alors ils sont de plus en plus nombreux, hein, ça passe par le lave-vaisselle, le frigidaire intelligent, jusqu'à effectivement les systèmes énergétiques, la voiture, et tout ça doit être interconnecté. Souvent, on a des protocoles fermés. Alors il faut vraiment regarder l'interopérabilité des protocoles si on veut utiliser au mieux, rendre plus facile l'usage, et Amzer là-dessus fait du coup à des systèmes qui Airzone a des systèmes qui permettent cette interopérabilité des protocoles et d'utiliser au mieux la maison. Airzone qu'on trouvera à l'exposition tout à l'heure, oui, qui pourront détailler tout ça, bien sûr. Alors, tout est connecté, y compris les compteurs. Alors, il y a eu beaucoup de sujets autour de Linky. Pour autant, aujourd'hui, 9 Français sur 10 sont satisfaits de Linky et considèrent que ça leur permet justement d'ouvrir des nouveaux champs, d'avoir le suivi sur leur smartphone de leur consommation au jour le jour, mais aussi d'apporter des nouveaux usages et des nouvelles fonctionnalités, comme le développement de l'autoconsommation, puisque ça leur permettra de regarder ce qu'ils produisent quand ils le produisent et de pouvoir l'utiliser directement sur leur maison. Ça a aussi un intérêt au niveau du collectif. Alors, c'est à Emmanuel de parler du collectif. Voilà, merci Anne-Cécile. Effectivement, en matière d'électricité, on a tous un compteur Linky, on commence à être connecté, on va sur les applications, on essaye de suivre. Mais le collectif est parfois un peu l'oublié, parce que y a des achats collectifs d'eau, de chauffage, de gaz, et on dit c'est le syndic qui gérera, et ça arrive tout ça dans les charges qu'on regarde plus ou moins. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que je viens d'évoquer sur l'envie et la demande d'avoir un logement connecté où on a accès à l'information, et la hausse du prix de l'énergie, c'est très clair, hein. Les gens sont de plus en plus demandeurs de pouvoir suivre leur consommation, de les connaître en temps réel pour pouvoir les piloter. Il est important effectivement d'équiper tout l'immeuble collectif, chaque logement, en sous-compteur d'énergie. Sur mon chauffage, sur mon eau froide, sur mon eau chaude, l'électricité, j'ai avec le Linky, mais vraiment sur tous mes fluides. Voilà, et donc ça, c'est des choses qui se développent énormément dans le neuf, dans l'existant qu'il faut équiper, qui soit on n'est pas équipé. Et on suit ça avec l'ADEME, hein. On a fait des grandes études avec l'ADEME pour suivre quel gain apporte cet accès à l'information, et sachant que c'est des compteurs télérelevés, on a des applications ensuite qui m'alertent si j'ai des surconsommations, si j'ai des fuites, si quand je suis parti, il se passe quelque chose dans ma maison. Ça fait 18% d'économie. Donc c'est pas neutre, hein. 18% d'économie quand vous regardez votre facture de gaz aujourd'hui, on parle de 150, 200 euros dans un logement moyen de 70 euros. Donc quand on est en phase de construction, on ne se projette pas forcément de cet usage du bâtiment et ses coûts d'exploitation, mais sachez qu'aujourd'hui, alors vous le voyez certainement au moment de la vente, les clients demandent mais c'est quoi les charges du bâtiment, et ben avec ces outils-là, avec ces compteurs connectés, on va pouvoir l'optimiser et on remet l'humain au cœur du comportement, au cœur de l'usage de son logement. Merci Emmanuel. Alors je me retourne de votre côté, Nathalie. Donc effectivement, les occupants de la maison veulent aujourd'hui changer leur usage de la maison. Ils veulent devenir ce qu'on appelle consommateurs. C'est-à-dire qu'ils sont acteurs de ce qu'ils vont consommer. Et donc c'est notamment l'autoproduction, et on le voit, il y a un grand changement, et je vous recommande, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, cette enquête qui sort tous les ans sur les Français et leur environnement, qui donne beaucoup de chiffres sur les attentes des Français dans leur logement et leur connaissance de l'environnement et ce qu'ils veulent voir arriver.
Et sur cette enquête faite en 2021, 61% des Français se disent prêts à autoconsommer. C'est une vraie révolution. C'est vrai qu'il y a quelques années encore, personne ne savait ce que voulait dire autoconsommer, à part peut-être ses carottes ou ses pommes de terre. Voilà. Et ils mettent en première énergie, en énergie favorite, le photovoltaïque et juste derrière, le solaire thermique. Donc on voit que finalement, le solaire est l'énergie favorite. Cela dit, pour autoconsommer au maximum, il faut piloter, parce que sinon, on va produire la journée. Alors, auparavant, on n'était pas dans sa maison la journée, donc c'était plus compliqué de consommer la journée. Maintenant, on y est plus, mais même si on n'y est pas, on peut toujours connecter les outils, se dire, bah, tiens, je produis, puisqu'on peut regarder sur son smartphone, regarder que sa production est là, et se dire, bah, j'ai pas assez de consommation, bah, je vais lancer mon lave-vaisselle à distance, je vais lancer ma machine à laver, je vais stocker sur ma voiture, puisque finalement, on va pouvoir gérer les flexibilités aussi grâce à tous les nouveaux équipements qui arrivent, dont le véhicule électrique. Et on va voir que c'est une tendance lourde de fond qui est en train d'arriver. En effet, donc, la bascule vers un parc de véhicules électriques, elle s'opère aujourd'hui. On va vous donner quelques chiffres derrière, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le gouvernement veut développer 1 million de véhicules électriques pour l'année prochaine. Oui, en fait, aujourd'hui, en ce moment-là, il y a une voiture sur 5 immatriculée qui est électrique, rechargeable. Donc vous voyez sur le graphe ici, la courbe, elle arrive maintenant. Ça veut dire qu'en fin d'année 2022, il va y avoir sur les routes 1 million de véhicules rechargeables, ce qui est énorme. Et ce que vous voyez sur la slide sur la droite, c'est où on charge ces voitures. Bien, principalement à 2 endroits, et non pas sur les autoroutes. Premièrement, à la maison, et deuxièmement, au travail ou à destination, au cinéma, au supermarché. Donc il y a un véritable enjeu dans le logement pour accepter la recharge de tous ces véhicules qui sont en train d'être mis en circulation. Donc le résidentiel devient essentiel pour poser les bornes et alimenter le réseau. Ouais. Ça peut paraître compliqué, le monde du véhicule électrique, pour des constructeurs de maisons ou des promoteurs, c'est pas votre métier à l'origine, c'est pas la spécialité de vos vendeurs. Vos vendeurs sont très bons, mais c'est pas leur spécialité. Mais en fait, ça doit être appréhendé de façon très simple. Par rapport aux besoins du client qu'on a en face de l'acquéreur de maison. Et il y a 3 types de cas. Le premier cas, c'est le pré-équipement, ou le petit rouleur, ou la personne qui a un véhicule hybride. En face de ce cas-là, une prise renforcée qui va permettre de façon sécurisée de charger un véhicule et de prendre 10 à 20 km/h, c'est très bien. Ça suffit. Ensuite, le deuxième cas, c'est la personne qui ambitionne d'avoir un véhicule électrique comme véhicule principal. Là, il aura besoin d'une recharge plus rapide. Donc, en face de ce besoin, on a des bornes qui sont autonomes et intelligentes. C'est-à-dire qu'elles se connectent au Linky, elles identifient l'abonnement affecté à ce Linky, la consommation en temps réel de la maison sur tous les autres usages, et va redonner à la voiture finalement le restant. Le soir, il va y avoir par exemple une consommation assez importante, les plaques à induction, tout ça. Donc elle va délivrer peu de puissance à la voiture, et puis la maison tombe en sommeil, sans gestion de l'utilisateur, pleine puissance est donnée à la voiture pour être rechargée. Et le troisième cas, c'est lorsqu'on effectivement on veut un véhicule électrique en voiture principale, et on a une maison qui accepte de la domotique, de l'intelligence, par exemple avec du panneau photovoltaïque. Et là, on va avoir une borne connectée et intelligente. Et pour ceci, il faut les mettre en œuvre. Donc Antoine, tu vas nous expliquer chez Exahome comment vous avez procédé.
Alors nous, on voit arriver la vague évidemment de demandes de bornes en bornes électriques, et comme tu le disais, nos commerciaux, nos bureaux d'études ne sont pas du tout formés à tout ça. On a fait une étude chez Exahome de voir l'équipement en bornes électriques de nos maisons. Pour les gens qui avaient réceptionné leur maison en 2021, il n'était que 2% à avoir équipé leur maison, et 75% l'avaient équipé après l'emménagement. Quand on interroge nos clients, nos nouveaux clients de 2021, ils sont 10% à envisager l'équipement de leur maison. Et puis, tu disais, une voiture sur 5 très bientôt sera électrique, et donc ce sera sûrement un client sur 5 qui voudra une borne électrique. Alors nous, on n'est pas des spécialistes du sujet, nos commerciaux non plus, je vous l'ai dit, et on a cherché une solution facile, donc on s'est tourné vers EDF, et on a décidé de référencer une offre qui s'appelle Easy by EDF dans notre espace client, et du coup vous mettre en relation directe avec nos clients pour ne pas avoir à gérer la solution. Donc on s'est tourné vers Schneider et vers EDF, puis on a construit notre offre. Et puis Nathalie, tu veux peut-être la détailler un petit peu plus. Donc effectivement, c'est une offre. Alors il y a 2 modèles, 3 types de bornes qui sont proposés. Elle est valable partout sur le territoire. Elle a été déployée il y a 2 mois simplement, donc elle est très récente, mais elle fonctionne bien. On a déjà beaucoup de retours positifs. Et donc, en fait, soit vous le mettez sur le portail, comme ça a été fait avec Exahome, soit vous pouvez précommander les bornes et prévoir directement l'installation systématique dans les maisons. C'est aussi une autre possibilité. Vous avez un portail dédié au niveau d'Easy, donc vous passez la commande, vous avez systématiquement une prise en charge de bout en bout avec un conseiller qui va vous rappeler, qui va, si besoin, aller voir sur place. Et puis qui va lancer jusqu'à la mise en place de la borne, la réception, avec en même temps que le consuel pour que tout soit parfait. Donc un accompagnement total, un suivi, ça a été testé par les équipes d'Exahome. Hervé Chavel lui-même l'a testé à titre personnel avant de le lancer sur la société et il a été satisfait. Bah, si Hervé est satisfait, c'est bon alors. Voilà, c'est pour ça que je le cite, c'est une référence. Et donc voilà, et donc c'est valable partout sur le territoire. Et Easy a des installateurs IRVE partout. Et ça permet en plus à vos acheteurs de récupérer la prime Advenir, donc une prime qui permet de descendre de 300 € le prix de l'installation et de la borne, parce que Easy gère le dispositif directement avec Advenir, et donc voilà, ça permet pour les futurs occupants de récupérer en plus cette prime et donc de réduire encore le coût. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que nos clients ne sont pas prêts à parler mobilité électrique en phase de conception de maison. Il y a déjà trop de sujets à aborder quand on conçoit sa maison. On ne sait pas ce qu'on va acheter comme future voiture, d'autant plus qu'on est en train d'acheter une maison. Et donc, être référencer cette offre sur l'espace client, ça permet de pusher l'offre au moment où il est mûr, et c'est lui qui décide du moment où il est mûr. Et nous, ça nous permet aussi ensuite d'avoir une traçabilité et un suivi de ce qu'on a pu prescrire à notre client. Donc pour nous, c'était le bon système. Alors, mais en collectif. Alors, ben voilà, je reviens. Emmanuel. Donc effectivement, nous, nos clients, c'est l'habitat collectif, hein, c'est vous, c'est les promoteurs, c'est les syndics, ensuite pour la gestion dans l'existant. Et comme on travaille depuis longtemps sur les sous-compteurs dans les étages, sur l'eau, sur l'énergie, voilà. Je raconte toujours la petite histoire parce que c'est intéressant. Il y a 5 ans, à peu près, parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup de véhicules électriques, hein, les premiers promoteurs et syndics sont venus nous voir en disant mais c'est la cata là, parce que les gens qui ont acheté ont un véhicule électrique, une Zoé à l'époque ou une Tesla avec 2 modèles, et est-ce qu'ils vont devoir faire ça parce que leur compteur Linky il est en haut, comment vont-ils faire pour se raccorder? Alors comme vous comptez dans les étages, vous faites du pilotage énergétique des sous-compteurs des étages, est-ce que vous ne pourriez pas faire la même chose dans les parkings? Parce que dans les parkings, il n'y a pas beaucoup de puissance électrique nativement. Voilà, et donc on a travaillé avec le gouvernement, parce que c'est vraiment un métier qu'on a défriché, hein. C'est un petit peu comme la fibre, mais on partait de rien. Et la solution aujourd'hui qui est apparue et qui était inscrite dans la loi climat et résilience l'été dernier, c'est ce que vous avez à droite, c'est ce qu'on appelle une infrastructure collective de recharge. Donc je prends souvent l'image de la fibre, c'est-à-dire c'est un réseau électrique collectif qui va être déployé dans le parking. Donc ici c'est un parking souterrain, mais ça peut être la même chose dans un parking aérien, avec souvent un nouveau point de livraison, ou alors dans le neuf,
le dispositif législatif prévoit ça, il y a une réserve de puissance à prévoir pour pouvoir adresser au moins 20% des places de parking, plus un prééquipement. Mais souvent aujourd'hui, on le voit, hein, quand les gens viennent acheter leur logement, ils demandent, parce que parfois ils ont une voiture, ils peuvent avoir une voiture électrique, quand je vais rentrer dans le logement, est-ce que je vais pouvoir me brancher ? Et c'est super important pour eux, hein, parce que s'ils ont une Zoé qui ne peuvent pas se recharger, on l'a vu tout à l'heure, 80% de la recharge va se faire au domicile. Hein. Il faut bien avoir ça en tête. C'est l'inverse du véhicule thermique, le véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est pas quand mon réservoir est vide, je vais à la station, je vais plus à la station, ou j'irai très peu à la station, on l'a vu 5-10%. C'est quand je me gare, je recharge. Et où je me gare, souvent la nuit chez moi. Et donc il faut avoir ce dispositif dès le départ. Et donc un petit peu comme la fibre, le système qui est apparu, c'est un système où vous avez des opérateurs, dont Groupe Océa est un des opérateurs, qui va prééquiper l'immeuble, non pas avec de la fibre, mais là avec un réseau électrique, avec un gestionnaire d'énergie, parce que c'est beaucoup de puissance. Hein. Les bornes, ça va être entre 3 et 22 kVA. Vous imaginez quand vous avez 50 places de parking, ben voilà, ça fait tout de suite beaucoup de puissance. Donc en fait, vous allez foisonner, on va gérer cette énergie. Et donc, les opérateurs de recharge vont pouvoir équiper, préinstaller, utiliser la réserve de puissance ou le nouveau compteur Linky qui a été mis pour que quand les premiers occupants arrivent, ils n'aient qu'à commander leur borne pour pouvoir se recharger. Voilà, donc l'infrastructure de recharge, c'est vraiment nouveau. Les opérateurs, je tiens à le préciser, sont organisés depuis, c'est vraiment une nouvelle profession, depuis 1 an, à travers ce qu'on appelle l'AFOR, l'Association française des opérateurs de recharge. Vous retrouvez ça sur Internet, avec les différents opérateurs existants, dont Groupe Océa est un leader à travers sa filiale Borne Solutions. Voilà, donc c'est vraiment un nouvel usage. On l'a vu, il n'y a que 1 million, mais je peux vous dire que dès que vous avez 1 ou 2 véhicules électriques dans un immeuble, même s'il y a 50 places, il va falloir lui trouver une solution, hein, parce qu'il va vous enquiquiner. Merci Emmanuel. Je prends la suite. Il y a cette multiplication des bornes électriques qui est très importante. Maintenant, il faut produire l'énergie suffisante. Nos clients, eux, ils ont souvent envie de la produire, de l'autoproduire de façon verte. Nos clients, en ce moment, ils sont quand même pris, ils sont les victimes de l'augmentation des coûts des carburants. Moi, je suis utilisateur de voitures électriques et je suis ravi de ne pas passer à la pompe en ce moment. Ils ont aussi une conscience écologique qui grandit, j'en fais partie également. C'est le cas, par exemple, dans cette maison que vous voyez à l'écran, qui est une maison France Confort Hauts-de-France, qui a été réceptionnée à Aix-Noulette, dans le Nord. Et on avait un client là qui avait 2 voitures électriques, donc besoin de 2 recharges, deux bornes de recharge, et qui, son envie, son souhait, c'était de pouvoir autoproduire l'équivalent suffisant pour 2 recharges de voitures électriques, peut-être même faire plus, mais surtout que ce soit facile, qu'il n'ait pas besoin de reparamétrer son installation tous les jours, parce que ça allait tirer fort sur le réseau. Donc on s'est associé avec Schneider, Atlantic et Terreal. Et puis Ludovic, je vais te laisser plutôt rentrer dans le détail technique, parce que ça, c'est pas mon domaine. Oui, brièvement, on ne va pas rentrer dans le détail non, parce technique, qu'on on n'a pas le temps, on explose le score. Soif. Je vois ça. Soif. Non, mais l'idée, c'est que on travaillait depuis quelques temps, effectivement, avec des industriels référents du secteur, avec Atlantic et avec Terreal, pour apporter une solution clé en main, parce qu'en fait, on a différents lots et ça peut paraître compliqué. Et pour vous, Exaum, comme pour l'acheteur, il faut une solution unique, clé en main. Du coup, sur cette solution, par exemple, on avait sur le toit, comme tu l'as dit, les tuiles photovoltaïques de Terreal, dans le cellier, le ballon thermodynamique d'Atlantic, au mur à l'extérieur, la borne de recharge Schneider, et au centre, finalement, un nouveau tableau intelligent qu'on appelle Wiser Energy Center, où on met de l'intelligence embarquée, des algorithmes qui vont permettre de réconcilier la production du photovoltaïque avec la consommation des charges principales dans la maison. De façon basique, on va se servir du ballon d'eau chaude comme pile de la maison. On va stocker l'énergie à l'intérieur du ballon d'eau chaude. Comme on l'a dit, il y a des changements d'usage de la maison, il y a de plus en plus de télétravail, la voiture est disponible, on va dire, proche des panneaux plus souvent dans la semaine, et du coup on se sert pour renvoyer directement dans les voitures électriques l'énergie produite par les panneaux solaires. On synchronise production et consommation. Du coup, ça permet aux acheteurs de ces maisons d'avoir une solution où il n'y a quasiment pas d'intervention, c'est l'algorithme qui gère tout. Si jamais il veut changer l'algorithme parce que demain il veut faire 100 km en véhicule électrique, il peut avec son app prioriser les usages.
et derrière, il optimise toute l'installation de sa maison. Alors nous, aujourd'hui, on a un client qui est content, son système fonctionne. Et puis peut-être qu'on en entendra parler pour rentrer dans les détails techniques un petit peu plus tard dans un challenge qu'aime bien Anne-Cécile. Avec grand mais plaisir. elle ne le sait pas encore. Ah, mais alors avec grand plaisir. Bon, en tout cas, on il me va reste terminer. Une petite conclusion rapide. 30 secondes pour terminer, parce que je vois des dizaines de bouches assoiffées. Être adhérent du pôle Habitat FFB, c'est être militant dans l'habitat. Et puis ce qu'on voit à travers tes challenges de maisons innovantes, c'est que l'habitat, il a plusieurs casquettes. Il est écologique, il est sobre. C'est une source de production d'électricité, c'est une source de co-living, de recharge de véhicules électriques. C'est l'endroit où on recharge sa voiture électrique. Et puis, grâce à la fibre, c'est l'endroit où on exerce la médecine, le travail, les services publics, le shopping. Donc, on n'a pas attendu, nous, les années Covid, nous, les adhérents, les partenaires du pôle Habitat, pour se remuer les méninges, pour se remettre en question et puis pour trouver des solutions pour l'habitat en France.